Bonjour, bienvenue dans ce cours de thermodynamique avancée qui va se dérouler à distance pour cette année. C'est la troisième année que nous utilisons ce mode de fonctionnement et il a plutôt plu à vos camarades antérieurs, donc j'espère qu'il vous conviendra également. Je vous rappelle que sur le site d'enseignement à distance EAD de Polytech, vous avez à disposition également un forum dans ce module qui vous permet de poser toutes les questions qui ne trouveront pas leur réponse dans les vidéos qui sont enregistrées. N'hésitez pas à l'utiliser, à poser les questions que vous avez et qui seront certainement utiles à tous. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ce cours va commencer par quelques rappels de notions que vous avez vues l'année dernière au cours du semestre 6 en cours de thermodynamique de base. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par le commencement, un petit rappel sur les variables d'état. Alors commençons par un petit rappel sur ce que sont les variables d'état. La notion de système thermodynamique, vous l'avez largement vue l'année dernière, donc je ne vais pas revenir sur cette notion-là, et la façon de qualifier les différents systèmes également, ouverts, fermés, isolés, etc. Je ne vais pas y revenir. Par contre, donc les variables thermodynamiques, qui définissent l'état de ces différents systèmes qu'on peut considérer en thermodynamique sont en général appelées variables d'état. Et on peut les différencier selon deux catégories. D'une part, les variables extensives et d'autre part, les variables intensives. Les variables extensives, comme leur nom l'indique, sont des fonctions de l'extension du système, c'est-à-dire de sa taille, et elles ont la caractéristique d'additivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de la variable extensive pour un système global entier est égale à la somme des différentes valeurs respectives des sous-parties qui composent un système global. Évidemment, ces variables extensives changent lorsqu'on change la quantité de matière contenue dans un système sans changer son état. Par exemple, la masse d'un système, le nombre de moles d'un système sont des variables extensives et la masse d'un système global est la somme de toutes les masses des sous-parties par rapport auxquelles on peut en lesquelles on peut le séparer. C'est la même chose sur les volumes, les longueurs, les surfaces, toutes les dimensions. Et c'est valable également pour les grandeurs thermodynamiques que vous avez déjà vues, l'énergie interne, l'entropie, l'enthalpie, etc., etc. Les variables intensives, par contre, sont ce qu'on appelle les fonctions de points. Donc elles sont définies et elles peuvent être calculées en n'importe quel point d'un système donné. Et elle ne change pas lorsqu'on change la quantité de matière d'un système sans changer son état. Par exemple, la température est une variable intensive, puisque on peut prendre la température en différents points d'un système, et si ce système est homogène, la température est la même, quel que soit le point du système que l'on considère. Et évidemment, la température d'un système global qui est composé de deux sous-systèmes n'est pas la somme des deux températures des deux sous-systèmes correspondants. Dans cette liste de variables intensives se trouvent également toutes les grandeurs spécifiques. Donc une grandeur spécifique, je le rappelle, est une grandeur massique, volumique ou molaire. Et ces variables spécifiques sont des variables intensives qui ne répondent pas à la propriété d'additivité. Dans ces variables spécifiques, on retrouve notamment l'entropie massique, l'enthalpie massique, l'énergie interne volumique, etc., etc. Donc, dans les variables
intensifs que j'ai cités ici, c'est les énergies internes, les entropies et les enthalpies globales du système. Et on retrouve par contre dans la liste des variables intensives les grandeurs spécifiques correspondantes, puisqu'elles sont ramenées à unité de masse, à une unité de volume ou à un nombre de moles donné. Alors, dans le cadre de ce cours, on se limite à des études de thermodynamique générale pour des systèmes macroscopiques. Donc, dans ce cas, on peut utiliser de façon assez pratique ce qu'on appelle les théorèmes d'état, qui nous disent notamment que dans le cas d'un système simple et compressible, on peut définir parfaitement l'ensemble de l'état d'un système en spécifiant uniquement deux variables intensives indépendantes par rapport à ce système. Et donc par rapport à ce théorème, on peut ainsi définir l'état de l'environnement et l'état d'un système qui nous intéresse à partir d'un nombre très limité de grandeurs, ce qui permet de représenter des systèmes qui peuvent être très complexes de façon extrêmement simple. Une autre notion importante et une autre restriction de ce cours est que nous nous intéresserons uniquement ici à ce que j'appellerais des corps purs. Les corps purs dans le cadre de ce cours sont des corps de composition chimique homogène et stable. Alors la notion d'homogénéité est une notion spatiale qui veut dire que si on décompose un système ou un corps en plusieurs sous-constituants, chacun de ces constituants aura la même composition chimique. La notion de stabilité est une notion plus temporelle qui définit ou qui restreint notre étude à des systèmes à l'intérieur desquels il n'y a pas de réaction chimique mise en jeu. Alors ces corps purs sont de composition chimique homogène et stable, mais peuvent cependant apparaître selon plusieurs phases, donc en plusieurs états thermodynamiques. Donc ces états thermodynamiques, vous les connaissez. Donc c'est la notion de solide, liquide ou gaz. Donc un exemple classique, c'est l'exemple de l'eau qui, à pression atmosphérique, peut être à l'état solide, liquide ou vapeur, ce qu'on appelle la glace, l'eau ou la vapeur d'eau. Donc ces états peuvent être constants au cours d'une transformation thermodynamique ou peuvent changer. Alors, lorsqu'on se trouve dans l'étude des corps purs, ce qui va être notre cas dans ce cours, on va pouvoir utiliser simplement et très utilement ce qu'on appelle les équations d'état. Donc les équations d'état, comme leur nom l'indique, sont des relations qui relient les différentes variables caractéristiques d'un système, donc par exemple son volume, sa température, sa pression, et ainsi à partir des deux variables indépendantes que l'on a citées tout à l'heure, on peut déterminer les autres grandeurs représentatives de l'état d'un système. Donc à partir d'un nombre très limité de données sur un système, on peut ainsi déterminer parfaitement son état, ce qui peut nous aider en thermodynamique à représenter par exemple des systèmes qui peuvent être très complexes, mais à partir d'un nombre très limité d'informations utiles. Donc, si on étudie un corps pur, donc par exemple un seul constituant, comme ici, ces équations d'état sont dans la forme générale une relation qui relie par exemple la pression, le volume et la température. Une équation d'état particulière, donc un cas particulier de cette forme très générale ici, c'est la très connue équation du gaz parfait. Alors s'il vous plaît, n'utilisez cette équation que dans le cas où vous avez un gaz parfait, c'est-à-dire un gaz pour lequel la pression de celui-ci est très limitée. La définition d'un gaz parfait, c'est un gaz pour lequel les molécules qui le composent ont très peu d'interactions entre elles. Et pour avoir très peu d'interactions entre elles, il faut qu'elles soient relativement éloignées les unes des autres. Et donc, dans un volume donné, la pression du gaz, constituée de peu de molécules, donc, est forcément très faible. Donc, cette équation des gaz parfaits peut être utilisée pour des gaz réels,
à partir du moment où leur pression est faible, et on l'utilise en général avec suffisamment de précision pour des pressions qui sont proches de la pression atmosphérique. Plus évidemment la pression du gaz qui nous intéresse va être élevée, plus la précision des résultats obtenus à partir de cette équation sera faible. Ce qu'il faut évidemment éviter, c'est d'utiliser cette équation pour des liquides, par exemple, puisqu'on n'est pas du tout dans le cas d'un gaz parfait, ou d'utiliser cette équation pour un corps en changement de phase, typiquement en présence à la fois de liquide et de vapeur. Pour pouvoir utiliser cette équation bien connue, je vous demande de connaître également la constante des gaz parfaits, donc cette valeur de 8,314 joules par mol et par Kelvin, il faut savoir la connaître. Et je vous demande également de savoir utiliser cette équation des gaz parfaits à la fois sous forme molaire, mais aussi sous forme massique et sous forme spécifique. Alors sous forme massique, PV égale MRT, on remplace la valeur grand R par sa valeur massique, donc petit r, qui est le rapport de la constante des gaz parfaits sur la masse molaire du gaz qui nous intéresse. Et sous forme spécifique, ici je l'écris sous forme massique, donc le volume est le volume spécifique, le volume massique ici, et petit r est la constante des gaz parfaits massique. À noter que dans l'ensemble de ce cours, je noterai par des minuscules les grandeurs spécifiques et par des majuscules les grandeurs globales. Donc à la page précédente, par exemple, vous aviez grand U, l'énergie interne globale, et petit u, l'énergie interne massique ou l'énergie interne molaire. Alors, lorsqu'on ne se trouve pas dans le cas d'un gaz à très faible pression, on se place dans le cas des fluides réels que l'on étudie. Et si on n'est pas dans le cas du gaz parfait, on va rechercher également à déterminer des équations d'état qui vont être, dans ce cas, plus complexes à exprimer que le cas de l'équation simple du gaz parfait. Donc leurs études à ces fluides réels sont basées sur des études expérimentales qui sont relativement complexes, mais à partir de ces données empiriques, on peut souvent définir des lois de comportement qui permettent également, à partir d'un nombre limité de variables, de définir parfaitement l'état d'un système. Alors, si par exemple on se place pour des fluides réels, on peut chercher à définir une équation qui ressemble à celle-ci, qui ressemble à l'équation des gaz parfaits. Donc pour un gaz parfait ici, Z vaut 1, donc on retrouve le PV égale nRT. Dans le cas d'un fluide réel, cette valeur de Z dépend d'un certain nombre de variables, typiquement dépend du fluide qui nous intéresse, donc de sa composition chimique, et dépend de la pression ou de la température. Vous avez ici dans ce diagramme un exemple de la valeur de Z, fonction de la pression réduite du fluide, donc pression réduite PR, qui est le rapport de la pression du fluide qui nous intéresse, sur sa pression critique, donc la pression de son point critique, et fonction aussi de la température réduite, qui est également définie comme la température du fluide qui nous intéresse, sur la température de son point critique. Donc vous avez dans ce diagramme un grand nombre de résultats expérimentaux qui a été rassemblé pour un certain nombre de fluides assez classiques, par exemple le méthane, l'azote, le propane, etc. Et vous avez ici rassemblé, en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve, la valeur de ce facteur de compressibilité Z. Néanmoins, lorsque l'on se trouve dans des cas relativement classiques de systèmes thermodynamiques, donc des cycles thermodynamiques classiquement utilisés, en général, dans le cas des gaz, la valeur de Z est relativement proche de 1, sauf si on se place à des pressions extrêmement fortes, mais donc dans beaucoup de systèmes thermodynamiques, on pourra quand même utiliser l'équation des gaz parfaits, à partir du moment où on étudie un gaz, bien entendu, même si on se trouve à des pressions qui sont supérieures à la pression atmosphérique. Plus généralement, on
peut, à partir des données empiriques et des données donc expérimentales qu'on a rassemblées, exprimer des équations d'état sous la forme PV égale une fonction de la température par exemple, où ici les grandeurs, grand A, grand B, grand C, etc. dépendent du fluide correspondant et des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc des exemples de formules empiriques plus ou moins compliquées. Donc on retrouve dans le cas de pression relativement moyenne les expressions qu'on appelle liées au développement du viriel par rapport à l'équation des gaz parfaits simples. Donc dans ce cas, on retrouve une équation de la forme PV égale RT, mais auquel on rajoute des termes correctifs, ici B1, B2, C1, C2, donc ces coefficients B1, B2, C1, C2, etc. sont ce qu'on appelle les coefficients du viriel, qui vont être déterminés expérimentalement à partir de l'étude de tel ou tel gaz qui nous intéresse. Et donc ces termes supplémentaires vont venir corriger les valeurs que l'on aurait trouvées à partir de l'équation des gaz parfaits pour se rapprocher plus précisément des valeurs que l'on observe et que l'on mesure sur des fluides réels, donc des fluides qui ont des pressions non négligeables. Une autre forme d'équation d'état relativement connue, c'est ce qu'on appelle l'équation de Van der Waals, qui est également valable sur des gaz. On n'utilise que pour des gaz, mais merci de ne pas l'utiliser ni pour des solides ni pour des liquides, dans lequel on retrouve une forme relativement proche de l'équation des gaz parfaits, avec un terme en pression, un terme en volume égal nRT, et dans lequel on a des corrections aussi par rapport à cette équation des gaz parfaits simple PV égale nRT, à partir de coefficients. Ici c'est le coefficient petit a et le coefficient petit b, qui sont les coefficients de Van der Waals, qui dépendent du fluide qui nous intéresse, donc de sa composition chimique, et qui sont cette fois-ci des constantes pour un gaz donné, des constantes positives. Autre façon de représenter le comportement d'un gaz réel, ça peut être l'utilisation de l'équation de la loi des états correspondants, qui s'éloigne cette fois-ci un petit peu plus de la forme de celle du gaz parfait, mais on retrouve quelque chose de relativement proche, un terme en pression, un terme au volume et un terme en température, mais cette fois-ci on voit l'apparition dans cette équation un petit peu plus complexe de la valeur ici VC du volume critique et TC la température critique du gaz et PC sa pression critique correspondante. Donc vous voyez que pour les fluides réels, on peut également retrouver des équations d'état, donc charge à l'utilisateur de prendre la bonne équation d'état en fonction des conditions de fonctionnement dans lesquelles on se trouve, mais qu'à partir de, donc, a priori, deux grandeurs représentatives de l'état du système, on peut calculer les autres variables qui nous intéressent. Lorsqu'on se place dans le cas d'un gaz parfait, la thermodynamique nous permet d'exprimer de façon relativement simple certaines grandeurs, donc certaines variables caractéristiques de ce corps, de ce système, en fonction des variables d'état du système correspondant. Donc à partir de l'équation des gaz parfaits, donc PV égale nRT, on peut définir les autres grandeurs caractéristiques, les autres variables d'état caractéristiques du corps. Et dans le cas du gaz parfait, un cas particulier est que l'énergie interne du corps ne dépend que de sa température. Par conséquent, on peut calculer de façon très simple la variation d'énergie interne entre un instant et un autre, entre un état et un autre, en fonction de la variation de température entre les deux états correspondants et du coefficient calorimétrique CV, donc coefficient calorimétrique à volume constant, du gaz qui nous intéresse. De la même façon, l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de sa température, et donc la variation d'enthalpie d'un gaz parfait ne va dépendre que de la variation de température du même fluide.
Dans le cas du gaz parfait, on a aussi deux relations simples qui permettent de calculer les coefficients calorimétriques, Cp et Cv. Donc Cp moins Cv égale R, et puis Cp sur Cv égale le coefficient gamma. Dans le cas du gaz parfait, la troisième grandeur thermodynamique la plus utilisée, c'est l'entropie. Et on peut, dans ce cas-là, la caractériser en fonction des deux variables indépendantes, température et pression, ou bien température et volume. Donc en fonction de du phénomène qui nous intéresse, de la transformation que l'on étudie, on peut calculer de façon directe et analytique les variations d'entropie du gaz correspondant. Dans le cas du gaz parfait, donc comme je viens de le dire, l'énergie interne dans le cas du gaz parfait également, on a des relations directes entre les coefficients Cp et Cv, et ces coefficients calorimétriques, Cp et Cv, sont des constantes. Donc on peut représenter la courbe énergie interne en fonction de la température comme une droite, puisqu'on a une relation linéaire de U en fonction de T. Dans le cas du gaz parfait monoatomique ou diatomique, on peut calculer de façon très simple la valeur des coefficients Cp et Cv. Donc dans le cas d'un gaz monoatomique, on sait que Cv c'est 3,5 de R et Cp c'est 5,5 de R, ce qui en valeur numérique donne à peu près 3 et 5 calories par mol et par Kelvin respectivement. Et pour le gaz diatomique, on a Cp et Cv qui valent respectivement 7,5 de R et 5,5 de R, ce qui donne les valeurs numériques représentées ici. Du coup, on peut, pour tous les gaz parfaits monoatomiques, représenter de façon linéaire l'évolution de l'énergie interne en fonction de la température. Donc, gaz parfait monoatomique, c'est des gaz parfaits pour lesquels on a un seul atome qui se balade, donc typiquement l'hydrogène ou l'hélium. Pour le gaz parfait diatomique, on a une énergie interne qui varie de façon plus rapide en fonction de la température, puisque les coefficients calorimétriques pour le gaz diatomique sont plus importants que pour le gaz monoatomique. Et dans ce cas-là, on a également une droite, les gaz monoatomiques étant typiquement les gaz dans lesquels on a des molécules qui contiennent deux atomes, typiquement le dioxygène ou le diazote. Et bien sûr, c'est l'extension de cette analyse pour les gaz monoatomiques et diatomiques peut être étendue aux gaz dont la molécule comporte plus de deux atomes. À partir de cet instant du cours, normalement, pour l'utilisation de l'équation des gaz parfaits notamment, vous allez pouvoir réaliser la première application qui vous est proposée en ligne sur le AD. Donc on étudie ce système, donc on a deux réservoirs qui contiennent du monoxyde de carbone, CO, et qui sont à l'état initial dans les conditions indiquées sur le schéma. On ouvre la vanne et donc l'exercice vous demande tout simplement de calculer la pression d'équilibre dans l'ensemble du système qui cette fois-ci va compter les deux réservoirs ensemble et donc la quantité de monoxyde de carbone totale.